Nous sommes le jeudi 26 août 2010. Il est près de minuit et Ghislaine, en pyjama, s'apprête à se mettre au lit. Elle vérifie une dernière fois que les portes sont bien fermées. Il vaut mieux être prudente, elle qui vit seule dans sa grande maison. En cette chaude nuit d'août, cependant, elle laisse les fenêtres du premier ouvertes, derrière les volets, afin d'amener un peu d'air. La petite fenêtre du garage aussi, qui se trouve sous la terrasse, mais qui n'a pas de volet. Elle remonte dans sa chambre et se met au lit pour bouquiner, les lunettes sur le nez. À minuit 6, elle tente d'appeler plusieurs fois un homme qu'elle a rencontré sur internet, mais sans succès. Puis, elle entend un bruit. Inquiète, elle se relève et tend l'oreille. Tout à coup, une silhouette entre dans sa chambre, la coince entre la porte et son lit. Ghislaine est sans défense. Le tueur s'approche et lui tire 4 balles dessus. Il ne lui laisse aucune chance. Ghislaine tombe à terre, le tueur redescend dans le salon, trouve son sac à main qu'il fouille en déversant son contenu par terre, puis s'enfuit dans la nuit. Le dimanche 29 août, à 100 km de là, dans l'Ain, Jean-Paul Pelletier, Céline et Emeline sont inquiets. Leur ex-épouse et maman ne répond plus au téléphone depuis plusieurs jours. Pire encore, elle n'est pas venue dîner hier chez Jean-Paul comme prévu et n'a donné aucune explication. Le lendemain matin, le père et ses filles prennent la route en direction du domicile de Ghislaine. Arrivés devant la maison, ils s'aperçoivent que les fenêtres sont restées ouvertes, ce qui est étrange. À peine garée, Emeline se précipite devant la porte d'entrée, mais elle est fermée. Jean-Paul ouvre avec son jeu de clés et à l'intérieur, aucune trace de Ghislaine. Emeline l'appelle en vain. Il voit son sac à main renversé par terre, mais son portable et son portefeuille sont toujours présents. La tension monte. Emeline se rend à l'étage, dans la chambre de sa mère. Elle tombe sur son corps inanimé, baignant dans une mare de sang. Elle hurle. Les gendarmes sont appelés. Ghislaine Berthe Leclerc est née le 24 juillet 1953 à Mont-Saint-Martin, une commune d'environ 10 000 habitants située au point de rencontre de la frontière belge et de celle du Grand-Duché du Luxembourg. Pendant longtemps, elle a vécu en Alsace, mais au moment des faits, elle habitait seule dans une maison acquise en 2007 à Vaulèvre, un petit village de 700 âmes situé en Saône-et-Loire, à côté de Paray-le-Monial. Elle était auto-entrepreneuse et s'occupait d'une maison d'édition de cartes postales. Elle a été mariée et divorcée 3 fois. Elle a 3 filles, issues de son second mariage avec un certain Jean-Paul Pelletier, avec qui les relations sont cordiales. Céline l'aînée qui est restée vivre en Alsace, à Rigvire-Vel-Colmar. Estelle la Benjamine qui vit dans le sud, et Emeline la cadette qui vient de finir sa 3e à l'école Steiner et qui habite chez sa sœur Estelle pendant l'année scolaire. Son premier mari fait notamment de la prison pour meurtre. Il a tué ses beaux-parents. Son 3e et dernier mari se nomme Ezzedine Bouzaïn, dit Saïd, cuisinier né en Tunisie et rencontré là-bas lors d'un voyage. Il a 25 ans de moins qu'elle. Ils sont en instance de divorce et d'après les témoignages, c'était une situation un peu difficile. Afin de se changer les idées et de profiter de la vie, Ghislaine s'est inscrite sur des sites de rencontres sur lesquels elle était apparemment très active. Un de ses amis la décrira comme une 68arde très spontanée, humaniste, généreuse. Elle adorait ses 3 filles, mais elle était aussi dure en affaires. Elle pouvait être d'une extrême gentillesse, mais aussi parfaitement vacharde. C'était une maman aimante, douce et présente. À côté de ça, c'était une chef d'entreprise comblée. Elle avait un cœur en or et un sacré franc-parler. Elle ne reculait devant rien et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Elle était fidèle en amitié et n'avait aucun ennemi. Les TIC arrivent sur place. Dans la voiture, ils trouvent un blouson bleu d'homme. Un trousseau de clés où se trouve celle de la maison et de la voiture est retrouvé dans la haie. Les enquêteurs déduisent que le tueur a voulu retarder la découverte du corps de Ghislaine en se débarrassant des clés. Il n'y a aucune trace d'effraction.
La maison est en ordre, rien n'a été volé. Chose étrange, il retrouve 3 brioches dans la cuisine, alors que Ghislaine a l'habitude de n'en consommer qu'une seule au petit déjeuner. L'éthique effectue les prélèvements ADN nécessaires aux 4 coins de la maison, mais les empreintes digitales intéressantes sont inexploitables. Sur la scène de crime, des gouttes de sang sont analysées et dévoilent un ADN masculin, mélangé avec celui de Ghislaine. L'enquête détermine que le tueur est un habitué des lieux, car celui-ci est entré par une fenêtre sous la terrasse, l'herbe extérieure étant foulée à cet endroit, et il n'a fait aucune erreur. On pense à un assassinat. L'autopsie révèle que les tirs ont été tirés de très près. Le légiste retrouve 2 orifices dans le cou, un à hauteur du nombril et le dernier dans l'abdomen. L'une des douilles est encore logée dans le corps et est envoyée en analyse. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle. L'expert en balistique indique que l'arme du crime est un pistolet Beretta. Pour lui, je cite, « C'est une arme qu'on ne trouve plus dans le commerce, mais qui se transmet dans les familles. » Les gendarmes entament une enquête de voisinage. Interrogés, les voisins mentionnent un homme inconnu du quartier qui a été vu dans le jardin de la victime une dizaine de jours avant sa mort. Les enquêteurs interrogent la famille et ces derniers confirment qu'il s'agit d'un SDF que Ghislaine a voulu aider en lui confiant des petits travaux de jardinage. Mais quand elle l'a ramené en voiture à Paray-le-Monial, ce dernier aurait été très entreprenant, avance auquel Ghislaine se serait fermement opposée. Cet inconnu, sachant où elle vivait, serait-il venu se venger ? Les enquêteurs appellent le foyer le plus proche, qui se trouve à 4 km de chez Ghislaine, et les employés confirment connaître un homme qui correspond à la description, et leur donnent un nom. On va l'appeler Luc. Mais problème, Luc n'a pas remis les pieds dans ce foyer depuis le 19 août. Personne ne sait où il est. Les gendarmes appellent alors le 115, leur donnent le nom de Luc, et ces derniers confirment qu'il les a appelés le 26 août pour savoir dans quel centre il pouvait se diriger pour la nuit. Les gendarmes notent son numéro, le localisent et l'interrogent. Le blouson bleu retrouvé dans le coffre de la voiture de Ghislaine est à lui. Il dit avoir dormi dans un centre à Chagny le soir du meurtre, à plus d'1 heure de route, ce qui sera confirmé par les employés du centre. La piste du SDF prend fin. Ghislaine a passé plusieurs appels avant de décéder. Les enquêteurs retrouvent la personne qui se cache derrière ce fameux numéro et le convoquent. Il s'agit d'un homme de 55 ans qui vit en région parisienne. On va l'appeler Mario. Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre et se sont vus pour la première fois le 19 août, mais ont décidé de ne pas continuer. Le soir du meurtre, Mario dit qu'il se trouvait chez lui. Les gendarmes tentent de localiser son téléphone pour connaître son emplacement exact aux heures du crime. Mais problème, son téléphone est éteint de 23h à 7h du matin. Mais le fait qu'aucune trace de déplacement a eu lieu et que son ADN ne coïncide pas avec celui retrouvé sur la scène de crime le disculpe. La gendarmerie a pendant longtemps creusé la piste du 3e et dernier mari de la victime, Saïd, qui avait 25 ans de moins qu'elle. Saïd et Ghislaine se rencontrent à Djerba en Tunisie en 2004. Elle est en vacances, lui travaille dans l'hôtel. Il avait 26 ans, elle en avait 51. Il se marie 6 mois plus tard et il vient vivre en Alsace avec elle. Ils achètent la maison de Vaulèvre grâce à l'apport de Ghislaine et font construire une maison et une oliveraie à Djerba, le tout payé par la victime. Mais n'ayant pas la nationalité tunisienne, tout appartient juridiquement à Saïd. Elle aide aussi énormément sa belle famille financièrement. Elle lui offre une formation de cuisinier à Lyon pour qu'il puisse trouver un emploi. Et quand c'est chose faite, il s'éloigne petit à petit de Ghislaine et finit par la tromper. Elle est trahie et veut divorcer. La séparation est violente et conflictuelle. Ghislaine veut récupérer tous ses deniers. Elle va jusqu'à prendre la nationalité tunisienne pour se battre à armes égales. Saïd finit par signer une reconnaissance de dette dans le cadre du remboursement mensuel de la maison tunisienne. Le soir du crime, il travaille jusqu'à 23h, puis rentre chez sa sœur et son beau-frère. C'est le ramadan. Il éteint son ordinateur à 2h du matin et à 6h30, sa belle-sœur a constaté qu'il dormait encore. Après des mois d'investigation, la piste de l'ex-mari prend fin. Le lundi 23, en début de soirée, Ghislaine est vue par des voisins en train de dîner sur sa terrasse avec un homme. Après vérification, il s'agit de Sylvain Schrout, le mari de sa fille aînée, Céline.
Il est interrogé. Il dit beaucoup aimer Ghislaine et très bien s'entendre avec elle. D'après lui, ce lundi 23 août, il a eu un accident de voiture plus tôt dans la journée et a pris un taxi jusqu'à chez Ghislaine pour lui emprunter une de ses voitures afin de pouvoir rentrer chez lui. Ils ont dîné ensemble et il est reparti ensuite. La nuit du meurtre, il était chez lui, en Alsace. Rien d'incriminant, les gendarmes le laissent partir. Début février 2012, presque 1 an et demi après le drame, les gendarmes, n'ayant plus vraiment de pistes à suivre, demandent à la famille si quelqu'un dans leur entourage a commencé à avoir un comportement suspect suite au décès de Ghislaine. C'est alors qu'Estelle, la fille cadette, intervient. Elle repense à la réaction de Sylvain le jour où tout le monde s'est retrouvé au domicile de Ghislaine, le jour de son décès. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir car il avait trop mal au ventre. Mais le pire, c'est lorsqu'il dit aux 3 sœurs lors de l'enterrement de la victime « Enfin, on se retrouve en famille ». Interloqués, les enquêteurs orientent les recherches sur lui. Ils découvrent que la nuit du meurtre, son téléphone a borné à 1h20 de route du domicile de Ghislaine, à Bagneux en Côte d'Or, à 1h40 du matin, alors qu'il disait être chez lui, en Alsace. Également, lui qui n'appelait jamais la victime, lui passe plusieurs coups de téléphone par jour du lundi 23 août au jeudi 26, jour de sa mort. Il ne l'appellera plus jamais ensuite, alors que son corps n'est retrouvé que le lundi suivant, le 30 août. Il est interpellé et placé en garde à vue dans la foulée. Mais face à ces éléments, Sylvain change de version. Il avoue s'être rendu chez sa belle-mère le soir de son meurtre pour lui rendre sa voiture. Il a fait un plein d'essence à Colmar à 19h, puis fait la route d'une traite. Il explique qu'en arrivant chez elle, il a vu la porte d'entrée ouverte, il est entré et est tombé sur son corps. Il raconte ensuite que, sentant une odeur de poudre, il s'imagine que le tueur est toujours dans la maison et prend peur, puis s'enfuit. Il prend quand même le temps de fumer une cigarette dans sa voiture avant de reprendre la route. Donc là, plusieurs questions se bousculent. Pourquoi ne pas avoir appelé les gendarmes ou les secours? Pourquoi avoir rassuré son épouse quand elle s'inquiétait de ne pas voir arriver sa mère au fameux dîner? Et surtout, pourquoi avoir gardé le silence pendant 18 mois? Le problème de cette version, c'est que s'il a fait la route d'une traite, comme il le dit, ayant pris de l'essence à 19h, il arrive, même en étant large, à 23h. Or, Ghislaine a tenté d'appeler un amant vers minuit. Elle était donc toujours en vie quand il est arrivé. Cette version ne tient pas. Qu'à cela ne tienne, Sylvain a une réponse. Il a dû s'arrêter pour boire un café et fumer une cigarette et a oublié d'en parler. Mais il n'en démord pas, il n'a pas tué Ghislaine. Mais pire encore, les enquêteurs s'aperçoivent que depuis de nombreux mois, Sylvain conversait intensivement avec Emeline, la jeune sœur de 16 ans de son épouse qui habitait à ce moment-là chez eux. Quand les gendarmes lui posent la question sur cette étrange relation, il dit très mal à l'aise que leur relation est tout à fait normale entre beau-frère et belle-sœur. Mais Emeline, interrogée à côté, raconte l'impensable. Sylvain et elle ont eu des relations sexuelles durant toute l'année scolaire 2009-2010. Il a 46 ans, elle en a 16. Enfin, Sylvain avancera également la piste d'un tueur à gages commandité par Saïd, l'ex-mari de Ghislaine. Dernier point important, il s'avère que le fameux ADN retrouvé sur la scène de crime est en fait celui du médecin légiste. D'après les enquêteurs, le mobile du crime est simple. Ghislaine était au courant de cette relation quasi incestueuse entre sa fille de 16 ans, confiée au couple alsacien, et son gendre. Sans doute aurait-elle soit exigé de sa fille Céline une séparation, surtout qu'elle la pensait malheureuse en couple et maltraitée psychologiquement par Sylvain, pour qui d'ailleurs elle avait peu d'estime et qu'elle avait qualifié de sale type, soit le traduire en justice. Dans tous les cas, la situation aurait éclaté au grand jour. Lui voulait continuer sa vie telle qu'elle l'était, garder sa famille, son épouse, sa maîtresse, sa stabilité. Alors, il l'aurait tuée. Mais comment cette situation a pu en arriver là ? Interrogée, Emeline dit « Au début, il était gentil avec moi, il me disait qu'il était mon âme sœur. Puis, il a commencé à être insistant, à me faire des propositions quand Céline n'était pas là. Pendant des mois, il lui a fait des cadeaux, lui écrivait des lettres d'amour lui avouant son attirance pour elle depuis qu'elle était toute petite.
lui disant qu'ils étaient des âmes sœurs et que s'ils couchaient ensemble, ça lui donnerait des formes de femmes. Si Emmeline a toujours dit non, un jour, elle s'est laissée faire. Et quand elle essaye de mettre un terme à cette mascarade, il lui fait du chantage au suicide ou menace de tout révéler à Céline, sa grande sœur, en précisant que c'était elle, Emmeline, qui l'avait approchée. D'après Sylvain, je cite, « On peut considérer que la relation est incestueuse, oui, mais je ne l'ai pas forcée, elle aussi est venue me chercher. » Il a même revendiqué son amour pour elle. De son point de vue, il ne voit pas le mal à aimer sa belle-sœur de 16 ans. Qu'en est-il de l'arme du crime ? Se pouvait-il que Sylvain en ait détenu une ? Lui nie catégoriquement avoir jamais eu une arme entre les mains. Il se dit d'ailleurs objecteur de conscience. Ce n'est pas ce que raconte son ex-femme, puisque d'après elle, ce dernier avait menacé de se suicider si elle le quittait, en se pointant une arme de poing sur la tempe. D'après maître Millot Morin, un des avocats de la partie civile, je cite, « Sylvain est un séducteur, un manipulateur. Comment peut-on imaginer une seconde que Ghislaine Leclerc supporte que son gendre ait des relations sexuelles avec 2 de ses filles ? On est dans le schéma de l'assassin acculé, contrarié dans ses plans, qui se trouve face à un obstacle. Et l'obstacle s'appelle Ghislaine Leclerc. Le 20 octobre 2014, 4 ans après les faits, le procès de Sylvain Schrutt s'ouvre à la cour d'assises de Mâcon. Il est jugé pour assassinat. Il faut quand même préciser que la situation est étrange. Il n'y a pas d'arme du crime, pas d'ADN exploitable sur les lieux, pas d'aveu. D'après la présidente Catherine Latelier-Lombard, je cite, « L'arme n'a jamais été retrouvée, mais on ne peut pas exclure que Sylvain Schrutt en ait possédé une. Chez sa belle-mère, la nuit du crime, il a peur qu'il y ait encore quelqu'un et, ma foi, pourquoi pas un tueur à gages ? Il va rentrer chez lui et le lendemain matin, va à la piscine. Il a vu le cadavre de sa belle-mère la veille, qu'il dit bien aimer. Il n'en parle pas. Il côtoie la douleur de sa compagne, de sa fille. Celui qui ment, c'est celui qui veut cacher. » 2 grosses incohérences jouent contre lui. On sait que Ghislaine a donné son dernier signe de vie à minuit 6. Or, on sait aussi que Sylvain a payé un plein d'essence dans une station à Colmar à 19h. Les gendarmes l'ont testé. Le trajet se fait en 3h30. Donc, même en se donnant une marge, Sylvain a dû arriver à Volœuvre vers 23h, alors que Ghislaine était encore en vie. Son téléphone a accroché une balise sur son trajet du retour à Bagnols à 1h40 du matin. Le délai de route entre Bagnols et Volèvre étant de 1h20, cela signifie qu'il a dû quitter le domicile de Ghislaine vers maximum minuit 20. Quelle est la probabilité si, comme il le dit, il est arrivé juste après le meurtre, pour qu'il soit sur place à 10 minutes près, entre minuit 6 et minuit 20, pile au moment où sa belle-mère est assassinée ? Ajoutez à cela son attitude agressive et énigmatique, les coups de téléphone qui cessent subitement le jour du décès de Ghislaine, quand tout le monde est encore très loin de s'imaginer le pire, puis sa relation impensable avec une mineure, la petite sœur de son épouse, qu'il ne juge pas inadaptée. Pour la défense, toutefois, rien n'est moins sûr. Pour maître Trouchy, je cite, « Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une erreur judiciaire. Rien ne permet de dire que la victime était au courant de la liaison entre Emmeline et Sylvain. Rien ne dit non plus qu'elle aurait réagi si elle avait su. » Pour maître Bonnat, je cite, « Ce n'est pas parce que c'est un sale type, un narcissique en surestime de soi, qu'il a tué Ghislaine Leclerc. C'est surtout un pauvre type, qui entend depuis 5 jours ses proches dépeindre sa médiocrité. Il paye sa lâcheté, son silence de 18 mois à la découverte du corps. On a le droit de ne pas être courageux. » Enfin, pour elle, il n'y a aucune preuve matérielle dans ce procès. Et donc, qu'est-ce qu'il reste ? Rien. Et dans le doute, on acquitte. Le jury prononce son verdict après 2h30 de délibéré. Debout dans le box des accusés, Sylvain Schrutt regarde ses enfants en haussant les épaules. Céline fond en larmes. L'accusé vient d'être condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il décide finalement de faire appel et continue de clamer son innocence. Ses avocats mettent en avant le fait que son comportement est suspect, certes, mais qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre lui.
À l'issue du procès en appel, le 28 septembre 2015, Sylvain Schrutt est finalement acquitté, au bénéfice du doute. Mais j'ai quand même des questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans mes recherches. Après, ça se trouve, tout a été expliqué lors du procès, auquel je n'ai évidemment pas assisté. Céline n'a pas trouvé cela bizarre que son époux parte comme ça un jeudi soir chez sa belle-mère et revienne dans la nuit vers 4h du matin ? Pourquoi être allé voir Ghislaine ce fameux soir du 26 août ? Pour lui rendre la voiture ? Mais comment serait-il remonté chez lui ? Également, pourquoi si tard puisqu'il dit arriver vers 23h ? Bizarre comme heure pour arriver chez quelqu'un. Pourquoi ne pas attendre un peu et y aller pendant le week-end, la journée ? D'ailleurs, le samedi, 2 jours après, il y avait un dîner organisé chez Jean-Paul Pelletier, auquel assistait Céline, son épouse. Ça aurait été plus logique, non ? A-t-il donné des explications sur les appels passés sur le téléphone de Ghislaine qui prennent subitement fin le jour de sa mort ? Et quid des 3 brioches retrouvées dans la cuisine ? Et voici la très triste histoire, malheureusement non résolue, du meurtre de Ghislaine Leclerc. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.